International. On fait un coucou à ma très chère empêchée ce soir, mais je ne serai pas seule parce que Elisabeth Ngoum m'accompagne. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Jeanne-Alice, bonsoir surtout à tous les panélistes qui nous accompagnent ce soir. Et moi je suis de ce côté. Comment ça va? Assez bien ce soir. Voilà, un petit coucou à tous ceux qui nous regardent sur Canal International. Et juste après la transition, on vous présente les invités. Et voilà, comme invité ce soir, nous avons nos très chers que vous connaissez tout le temps, qui viennent ici tout le temps avec nous, mais nous avons également un monsieur qui va nous accompagner, parce que pour qu'on ne dise pas qu'il n'y a que des femmes sur ce plateau, et d'ailleurs, honneur aux femmes, mais ce soir, honneur aux hommes d'abord. Bonsoir Marc Ngako. Bonsoir. Comment vous allez? Assez bien. Vous vous sentez bien ici, parmi toutes ces femmes? Ah, très bien. Ah d'accord, vous êtes habitué alors? Ah oui, quelquefois. Bonsoir à tous les téléspectateurs du Canal International. Oui. Bonsoir à toute la population de New-Dedo, mon quartier. Et surtout, je leur souhaite d'avance bonne fête de travail. Ah, bonne fête de travail justement à tous ceux qui nous regardent à l'instant. À ma droite, nous avons Dr Jeannette Wogan, une habituée de ce plateau, très chère d'ailleurs, c'est comme ça que nous on l'appelle ici. Bonsoir docteur. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais très bien. Encore une fois, on va parler de quelque chose quand même qui est dans vos cordes, la dot excessive. Oui, je pense qu'on en a déjà parlé, mais sur le plan pédagogique, c'est la science, la répétition est toujours utile pour ceux qui n'ont pas regardé la dernière fois. On rappelle que vous êtes anthropologue. Tout à fait. Et à mon extrême gauche, c'est Sylvie Ekobé, une autre très chère habituée de cette émission. Bonsoir Sylvie. Bonsoir ma très chère, bonsoir à tous. Alors, et vous vous sentez bien? Très bien. Je rappelle que vous êtes juriste. Tout à fait. Et ça, c'est un domaine également qui vous concerne aussi. Tout à fait. Je vais donc m'adresser à Elisabeth Ngoum pour les premières questions. Oui, la première question pour planter le décor ce soir, c'est bien sûr cette question-là. Comment est-ce qu'on peut définir la dot? On va s'adresser d'abord au docteur Jeannette. Oui, merci de me poser cette question. Je dirais tout simplement que lorsque nous prenons les dictionnaires, la dot est l'ensemble des biens que la femme apporte à la famille du mari. Mais dans le contexte camerounais, il a été, on va dire, transfiguré parce que quand on dit dot au Cameroun, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Mais il est toujours bon de connaître la définition première avant de contextualiser. Mais si nous revenons donc au Cameroun, ce qu'on appelle dot et qu'on devrait appeler sous d'autres cieux la compensation matrimoniale, c'est davantage l'ensemble des biens et des services que les deux familles s'offrent dans le cadre du mariage. Mais si on reste dans la logique qui est celle du Cameroun, on dira que c'est l'ensemble des présents que la famille de l'homme apporte à la famille de la femme afin qu'elle soit acceptée comme afin qu'on accepte son départ et que le mariage traditionnel soit validé. Ce n'est qu'une partie, ce n'est pas le tout du mariage traditionnel. Et à quel moment la définition elle a basculé, ou nous on a toujours eu notre propre définition de la dot, parce que tel que vous l'expliquez selon le dictionnaire, on croirait que c'est pas exactement la même chose. C'est pas exactement la même chose parce que lorsqu'on parle de la dot, c'est l'apanage des sociétés occidentales et asiatiques, parce que dans ces pays-là, c'est la famille de la femme qui apporte un ensemble de présents à la famille de l'homme, et c'est ce qui permet à la famille de l'homme d'accepter le mariage. Pour ceux qui regardent souvent les novelas d'origine indienne, on voit bien comment on vient donner un ensemble de biens à la famille de l'homme. Or chez nous c'est le contraire, mais on va dire que c'est le fait de l'occupation par les Européens qui a amené à croire aussi, parce que c'est ce qui se fait dans leur pays ou ce qui se faisait dans leur pays, ils ont transposé la chose dans notre environnement. Or, la dot, si on va, n'est-ce pas, la décrypter dans notre environnement, ce n'est qu'une étape du mariage traditionnel, mais ce n'est pas le mariage traditionnel lui-même. Mais malheureusement, dans notre société, on met plus l'accent sur cet ensemble de présents ou alors la liste que la famille de la fiancée présente souvent à la famille de l'homme avant d'accepter que le mariage ne soit validé.
Et du coup, donc, on s'est dit la dot, Sylvie, une alliance entre deux familles, une procédure obligatoire sur le plan juridique? Non, il faudra d'entrée de jeu faire comprendre aux gens que la dot, selon l'ordonnance de 1981 à son article 70, qui prescrit très littéralement que la dot n'est pas une condition de validité du mariage. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si deux doutereaux, ils estiment qu'ils n'ont pas suffisamment de moyens pour pouvoir aller se présenter devant la famille pour offrir des présents et autres, ils peuvent décider d'aller devant le maire pour célébrer le mariage sans qu'il n'y ait qui que ce soit qui vienne s'opposer au motif qui n'est pas reçu, que ces derniers n'ont pas. Il faudrait qu'il soit majeur quand même. Il faudrait qu'il soit majeur parce que bien entendu on sait que le mariage des mineurs, ils doivent être assistés, ils doivent avoir l'autorisation des parents parce qu'ils sont mineurs. Mais maintenant, lorsqu'on est majeur, on peut librement se marier sans le consentement de qui que ce soit. Donc le consentement, bien entendu, est celui de son époux, mais pas, on n'a pas besoin de l'autorisation comme ça se fait pour un mineur, de ses parents et autres. Et du coup, qu'est-ce qui se passe donc? Pourquoi insister tellement pour passer par la dot? Le poids des traditions? Oui, je pense que c'est le poids des traditions, même si ce que la juriste dit n'est pas faux, mais n'oublions pas que dans la pratique, dans notre environnement, les femmes se sentent valorisées lorsqu'il y a eu cet aspect traditionnel. Parce que dès lors qu'on se contente d'aller publier les bancs et après faire signer l'acte de mariage, c'est comme si c'était un mariage au rabais. Donc très souvent, les femmes ou les familles ont besoin de sentir qu'on est vraiment venu chercher leur fille. Et étant dans un environnement comme le nôtre, c'est vrai, il y a cette ordonnance-là, mais est-ce que ça protège suffisamment? Parce que l'aspect tradition, bon, il y a quand même une sorte de paradoxe dans notre environnement où tantôt c'est le mariage traditionnel dans nos villages ou dans nos communautés, le mariage traditionnel est valorisant, il est valorisé, mais au regard de la loi, ça ne pèse pas de tout son poids. Parce que la même femme qui a été mariée traditionnellement n'a pas les mêmes droits que celle qui n'a pas été mariée traditionnellement, mais qui a un acte de mariage. Je le dis toujours sur les plateaux quand j'ai l'occasion. Moi, j'ai perdu l'un de mes collègues très jeune, il avait à peine 32 ans, mais il avait fait le mariage traditionnel. Mais malheureusement, au niveau des institutions où il y avait une quote-part qui devait lui revenir en tant que veuve, elle n'a eu droit à rien. Parce que quoi, il n'y avait pas d'acte de mariage. Ce sont ses parents à lui qui se sont pas qui se sont tout appropriés, mais au regard de la loi, il n'y avait pas d'acte de mariage. Par conséquent, c'est sa famille, c'est la famille de mon défunt collègue. Pas légitime. Elle n'était pas légitime, donc il serait intéressant, même quand on n'est pas au niveau des solutions, que nos parlementaires et autres se penchent sur cette question-là, afin que le mariage traditionnel ait le même poids que l'acte de mariage. En attendant donc d'y être, il est quand même important de passer par la dot, mais la question de malédiction dont ces jeunes filles ont souvent peur, est-ce qu'elles doivent véritablement préoccuper? Moi, je ne peux pas décourager. Moi, je ne peux pas encourager une fille à aller en mariage si ses parents ne sont pas d'accord. Parce que il n'y a pas une raison, il n'y a pas un élément scientifique qui peut nous démontrer que c'est parce qu'il n'y a pas eu mariage traditionnel que les choses ne vont pas bien. Mais il me semble que nous avons chacune et chacun, que ce soit le garçon ou la fille, besoin de la bénédiction de nos parents. Donc, on n'est pas non plus là pour demander aux filles et aux garçons de tenir tête à leurs parents. Moi, je pense que nos parents sont, lorsque les raisons sont valables, une sorte de visionnaire. Après, Dieu, moi, je pense qu'il y a les parents. Et il est important de faire attention, de discuter avec les parents pour comprendre pourquoi. Et alors, et aussi exhorter les parents des filles, surtout en fonction des régions et des villages qui sont les nôtres, à tenir compte du pouvoir d'achat de la famille qui vient prendre aux femmes. Alors, Marc Ngako, vous êtes un parent, vous êtes un homme marié, vous avez doté votre épouse. Bien sûr. Ça s'est très bien passé, vous n'avez pas été trop déçu? Pas du tout, j'ai même été, je dirais, surpris. Surpris? Oui. Pourquoi? Parce que, voyez-vous, dans ma liste, il figurait l'argent de la dot proprement dit, une somme qu'on doit vous demander, qui était fixée à 150 000. Seulement? Seulement. Et j'ai même osé donner 50 000. Vous avez négocié en plus? J'ai négocié 50 000. J'ai été surpris à la fin, du moment où on a fini la dot. Il y a les deux familles qui se sont entendues. Ils m'ont appelé.
Ils m'ont dit, bon voilà, Monsieur Ngako, nous voyons tous les efforts que vous avez fournis et nous savons que vous avez réuni pratiquement tous vos moyens et il ne faudrait pas que vous rentrez avec notre fille et qu'elle ne puisse pas manger. Ils ont divisé encore les 50 000 en deux. Ils m'ont donné 25 000 francs. Ils ont pris 25 000. Ils m'ont demandé d'aller nourrir ma femme avec ça. En attendant, réunir d'autres moyens. Si on n'était pas là, j'aurais presque envie d'applaudir Dr Ogun. Parce que ça arrive souvent quand même. C'était du jamais vu. Je pense que ce n'est pas que ce soit vraiment du jamais vu. Vraiment, ça dépend des familles. Hein, parce que moi, je vais vous prendre le cas à l'Ouest. Mais à l'Ouest, j'ai découvert que les mariages traditionnels ne se font pas de la même manière. Parce que moi, j'ai un neveu qui devait se marier. L'enveloppe du père seulement. Et ce père n'était que le successeur du père géniteur, était de 500 000 francs. Voilà. Donc, on fait croire quand même qu'à l'Ouest, c'est beaucoup non, ça dépend des villages. Hein. Chez certains Bafans, c'est l'équivalent de ce qui se passe chez les Bassa, sans vouloir heurter qui que ce soit. Mais comment on peut expliquer cette différence de montant demandé dans les ethnies, les différentes ethnies? C'est difficile, mais c'est parfois le fait des parents eux-mêmes, hein, parce que les familles sont dans la continuité. Je pense que le mariage traditionnel, cette étape du mariage traditionnel, c'est une façon de consolider les liens entre les différents membres. Parce qu'on va vous dire, allez voir tel oncle, allez voir tel tante, allez voir tel grand-père, sans que ce ne soit forcément votre grand-père. Mais je pense que c'est la consanguinité qui existe entre les individus qui fait à ce que lorsqu'on veut envoyer, lorsque un premier fils, un premier petit-fils, un deuxième petit-fils veut prendre femme, on est content de savoir que l'enfant a grandi, parce qu'il faut dire que ces étapes-là matérialisent non seulement la maturité de la fille et du garçon, mais aussi le sens de la responsabilité, parce que la fonction première du mariage, c'est de procréer. C'est-à-dire que quand on se marie, on s'attend à ce que les enfants portent les noms de nos parents, les noms de nos grands-parents. On est dans une logique de continuité. Donc, pour revenir à la question qui a été posée tout à l'heure, c'est vraiment difficile à expliquer pourquoi, mais cet aspect continue à avoir sa place, mais il est important que les parents tiennent compte qu'en dehors de cet aspect-là, il y a, comme c'est le cas de M. Ngako, la vie continue après. Et il faut pouvoir se loger, il faut pouvoir nourrir sa petite famille, il faut assumer tout cela. Et encore même sans, quand ces mêmes parents seront malades, ils vont demander à ce qu'on s'occupe d'eux. Même s'ils ne demandent pas, la responsabilité des enfants vis-à-vis des parents veut que on ait envie de leur venir en aide. Voilà. Et donc, nous, on va prendre notre premier reportage, la dot. Qu'est-ce que c'est? La symbolique de la dot, donc, parce qu'à l'époque, Dr Ogun nous l'a dit, c'était juste un acte symbolique où deux familles qui se rencontraient dans le but de se mettre ensemble et d'aider même les futurs époux. Qu'en est-il exactement, la symbolique de la dot? C'est tout de suite. La dot, un acte symbolique, la participation financière et matérielle de la famille du fiancé, une des formalités du mariage sur le plan coutumier. La dot est avant tout une représentation sociale forte. La dot est une alliance entre deux familles, d'abord deux personnes, ensuite pourquoi deux familles? Parce que au départ, ce sont ces familles qui s'impliquent, même si deux personnes sont à l'origine de la dot, c'est-à-dire le fiancé et la fiancée. Lorsqu'un garçon, sans qu'il a fini les étapes initiatiques dans la famille, parce que c'était ça, peut-être maintenant, nous sommes allés à l'école, nous travaillons déjà, il nous faut fonder une famille. C'était la même chose avant. Il y avait l'école de la vie, jeunes enfants auprès de leurs aînés, auprès des parents, auprès de certains, apprenaient à vivre. Il fallait déjà que vous soyez capable, par exemple, de construire une maison. Vous savez construire une maison, une cuisine, vous savez vous occuper déjà d'une famille, et vous dites ok, il faut que
je ne sois plus seul pour nous les chrétiens. Il ne faut pas que l'homme soit seul, il ne faut pas que la femme soit seule. Alors, vous dites, je vais prendre une femme. La dot a ceci de particulier qu'elle essaye de mesurer la capacité ou alors l'importance que l'homme a pour sa femme. Et elle essaie de voir aussi si l'homme peut effectivement pouvoir supporter ou pouvoir s'occuper de sa femme. La dot est donc l'unité de mesure du degré d'affection que l'homme manifeste pour sa future épouse. La dot est importante, c'est dans nos coutumes africaines et je pense que c'est notre culture. C'est une preuve d'amour parce que quand tu aimes une fille et que tu parles à ses parents, le fait que tu donnes une bagatelle de 10 millions à 20 millions, ça prouve que tu t'attaches à elle. Donc pour moi, dans la culture africaine, la dot est très importante. Il y a cette dot de ma tante avec son mec, son mari, pas autant pour moi. C'est très bien, il a prouvé qu'il aimait ma tante, on a mangé, on a bu et ils sont ensemble. Mettre en avant la culture, certes, mais ne pas oublier les fondamentaux. Remontons le fil de l'histoire. Au village, il fallait qu'on sache d'où vous venez, quelle est votre famille, quelles sont les références de votre famille, votre père qui dans le village, qu'est-ce qu'il a déjà fait au village, et vous-même, est-ce que vous êtes capable de vous occuper de cette femme? Prendre une femme et en retour faire preuve de reconnaissance à l'endroit des parents qui l'ont encadrée. Puisque les deux familles recherchent un intérêt commun, la dot est parfois perçue comme un acte de gratitude. C'est une sorte de bien que les parents récupèrent chez la belle famille de leur fille pour, je sais pas, pour compenser peut-être ce qu'il a dépensé. Ce qui est important dans la dot, c'est en fait, certaines familles prennent la dot comme une compensation, c'est-à-dire qu'on essaye effectivement d'évaluer toutes les charges qui ont été faites par rapport à la femme et le marié ou la famille du marié vient essayer de compenser cela. Reconnaissance et non marchandisation, la nuance interpelle. Tout est fonction des contrées. Mais un ami, plus que chez nous, moi je suis un indice. Et il dotait vraiment une fille tout pour lui, quoi. Le gars est arrivé, il a dragué la fille d'ici, du côté de Douala, et puis la fille a dit non, il fallait qu'on aille d'abord voir les parents au village, et tu me doutes, puis on remonte ici. Et il ne savait pas comment ça se passait là-bas. Il avait juste un peu de petits moyens, le gars est arrivé, on l'a demandé d'acheter 3 bœufs, bien gras, et sans compter dans des étoffes, des savons et des sacs de riz, tout et consort. Et tout ce qu'il avait sur lui, il ne pouvait même pas acheter un bœuf, mais il avait quand même acheté des étoffes, tout et consort, d'autres pièces. Et il est arrivé, bon, il a dit tout simplement qu'il rentrait en ville, s'il trouvait de l'argent, il allait acheter tout le reste et puis aller compléter. L'histoire de ce couple s'achève dans le noir, comme c'est le cas pour de nombreux autres couples des différentes régions du Cameroun. Dans certaines familles, les filles vont difficilement en mariage à cause du montant de la dot, d'où le compromis. Il y a eu une évolution dans le processus de la dot. Les familles sont arrivées à la liste unique pour ne pas frustrer les filles au sein de la même famille. La liste est la même pour tous les prétendants. Le présent qui constitue la dot peut être versé en plusieurs tranches. Lorsqu'il y a des reliquats, il est donné la possibilité à la famille du fiancé d'organiser des pourparlers au fil du temps pour achever la dot. Voilà donc manger, boire, voilà à quoi, hein, entre autres, se résume désormais la dot, Sylvie Ekobet. Est-ce que vous avez reçu des cas, vous êtes juriste, où un prétendant se plaint du fait que la dot soit excessive et qu'il n'est pas appliquée? Oui, nous avons reçu des cas, en fait, les cas sont légion. Nous avons vu des cas où on demande à un prétendant des sommes faramineuses, exorbitantes,
un débrouillard, à quelqu'un qui n'a même pas de travail, qui n'a pas de revenus à la fin du mois, on demande à un jeune qui se débrouille une somme de 5 millions, 4 millions, 3 millions en guise de dot. On a vu des cas où il y a des personnes qui se lèvent un bon matin et demandent la dot et pourtant qu'ils savent pertinemment que leur fille est encore liée par les liens du mariage ou bien qu'ils ont même déjà reçu, parce qu'à ces cas-là, il y a des personnes qui ont déjà reçu plusieurs amants, qui ont déjà reçu plusieurs dots et puis lorsque un jeune vient se présenter, ils acceptent encore, ils veulent le recevoir également. Et on rappelle que c'est puni quand même. Voilà, on rappelle que c'est puni. On a vu des personnes qui n'ont aucune qualité, qui ne sont ni le père, ni l'oncle, ni le cousin de la fiancée et qui viennent solliciter auprès du fiancé des sommes faramineuses en guise de dot. C'est l'occasion de faire comprendre aux gens que tout ce que j'ai cité tout à l'heure, lorsque vous n'avez pas de qualité, lorsque vous recevez, vous exigez la dot de caractère abusif, on l'a fait comprendre tout à l'heure, et lorsque le fait que vous demandez une somme faramineuse en guise de dot et que vous vous opposez, parce qu'à ce cas, il y a des personnes qui demandent des sommes exorbitantes, ils s'opposent à la célébration du mariage, il y a des personnes qui n'ont pas les qualités, on l'a dit, il y a des personnes qui ont déjà pris la dot, peut-être 2 ou 3 fiancés qui sont venus présenter, ils ont reçu, ils veulent encore également recevoir la dot d'un éventuel fiancé. Toutes ces personnes-là, tous ces cas sont prévus par l'article 357 du code pénal qui punit les auteurs de cette infraction par les peines privatives de liberté et puis des amendes pécuniaires. Les peines privatives de liberté vont de 3 mois à 5 ans et des peines les amendes vont de 5 000 francs à 500 000 francs. Toutes ces personnes que j'ai citées, les personnes qui n'ont pas de qualité, les personnes je l'ai cité tout à l'heure, il a donné la dot à une personne qui n'avait pas de qualité. Comprendre, c'est que ça devient une forme de marchandage en fait. On rencontre des personnes qui sont découragées, des jeunes qui sont découragés, qui ne veulent plus aller voir des parents, qui ne veulent plus se marier parce que lorsqu'ils ont pris de courage, parce que c'est aussi ça ce caractère, ils sont courageux, ils sont allés affronter la famille de leur dulcinée et puis ils ressortent avec des formats, 5 formats recto verso, il faut donner l'enveloppe de 5 millions à tel, il faut donner l'enveloppe de 500 000 francs à tel. Ce sont des jeunes qui sont découragés, qui ne veulent plus se marier et la conséquence directe c'est quoi? C'est qu'on voit des jeunes filles qui lorsqu'elles sont vraiment éprises par leurs compagnons, elles fuguent, elles font des fugues, elles quittent le domicile de leurs parents pour aller rejoindre celui de leur fiancé. Et puis nous connaissons tous les conséquences que cela entraîne, le viol reste, le concubinage, qui est en réalité un mariage précaire, qui n'est pas sécurisant pour la jeune fille, parce que la jeune fille ou bien le jeune garçon, bien entendu, qui du jour au lendemain peut être laissé, même si vous avez fait 10 ans, 20 ans de concubinage, la loi ne vous reconnaît pas parce que vous n'avez absolument aucun statut. Le monsieur peut se lever un bon matin, aller célébrer un mariage, la dame également peut vous abandonner après 10 années de concubinage et puis aller célébrer un autre mariage. Il y a ce caractère. Il y a le fait que même si votre compagnon de 10 années arrive à avoir un accident, vous ne pouvez pas aller devant une juridiction pour pouvoir obtenir une réparation. Parce qu'en réalité, on ne vous reconnaît pas, la loi ne vous reconnaît pas, personne ne vous reconnaît. Donc du jour au lendemain, l'union que vous avez voulu consolider peut partir en vrille parce qu'en réalité, c'est une situation précaire, une situation qui n'est pas basée sur un test juridique. On ne vous reconnaît aucun statut. Et ça, c'est la faute pardon, journaliste. On reste avec le code pénal, surtout avec cet article. Moi, je voudrais savoir si l'article 357 décide de qui est agréé à pouvoir, qui a qualité de recevoir donc la dot. Parce qu'on sait que la dot, c'est la symbolique, c'est la tradition, et c'est la jeune fille qui vous mène vers le tonton, parce qu'elle-même, généralement, elle ne sait pas vers qui se diriger, surtout lorsque ses parents sont décédés. Est-ce que dans cet article 357, on décide de qui a qualité de recevoir la dot? Le problème avec l'article 357 du Code pénal, il y a un bémol en fait. Ce que nous avons constaté, c'est qu'il y a beaucoup de lacunes dans cet article. Premièrement, l'article en lui-même ne dit pas, en elle-même ne dit pas qui doit recevoir la dot.
Et puis l'article ne dit pas quel est le quantum, parce qu'on parle toujours du caractère excessif de la dot, mais on ne dit pas quel est le quantum, comme on l'a vu dans d'autres législations au Gabon et autres, parce qu'au Gabon on sait que c'est 50 000 francs. Ils ont arrêté un taux. Voilà, on va en parler. Mais au Cameroun, on dit que la dot est excessive. On veut punir l'exigence abusive de la dot, mais en réalité il n'y a pas un quantum qui est arrêté. C'est pour 50 000 francs ou 100 000 francs, 1 million n'est rien, c'est une somme dérisoire. Pour Y, demander 50 000 francs à Y, il va estimer que c'est une somme excessive pour lui. Donc ça va un peu dans tous les sens parce qu'on n'a pas quadrillé, on ne sait pas exactement ce que c'est que le caractère excessif. Tout le monde peut se lever un bon matin lorsqu'on t'a demandé 100 000 francs, tu estimes que c'est
Le sujet sur la dot soulève des émotions. Maintenant, c'est gâté, hein? L'affaire des dots là. Et deuxièmement, des choses qui se passent. Je suis en train de dire qu'est-ce qu'on fait? Trop cher. Et la femme vient rester avec vous à la maison. C'est l'animal ou oui, c'est moi? Vous pouvez me dire ça? Explique-moi alors. C'est l'animal? On m'a dit que le père a beaucoup souffert pour la femme, il faut doter. Non. Un sentiment de colère que l'on pourrait comprendre si l'on s'en tient à l'histoire de celle que nous appellerons Mimi. La famille a demandé sur la liste. Ce n'était pas facile pour le monsieur qui venait doter. Parce que très souvent, ce n'est pas les parents même de la fille qui le font, mais sont ses frères du village. Donc parfois, ils profitent de la situation pour gâter le mariage. C'est pourquoi ils élèvent le prix tellement, ils mettent le prix tellement haut. Donc du coup, lors de la dot, ça a créé beaucoup de problèmes avec la belle famille. Mimi, pendant la cérémonie de dot, était accablée. J'ai même dû pleurer quand on me dit non. Mon père, dans celui qui représente mon père, mon père il a décédé, celui qui représente mon père me dit, il ne peut pas faire autrement. Parce que si la famille ne mange pas, on risquera de gâter. Au cours des tractations, les parents de la fiancée n'ont pas droit à la parole. Ceux qui négocient sont entre autres les oncles, les tantes, grands-pères, grands-mères. Ils en profitent pour hausser les enchères. La liste, quand on est allé demander les prix, c'était, sans compter l'enveloppe, on a 6 millions et poussière. Et dans l'enveloppe, il nous parlait de 5 millions, mais discutable. Et la fille, parce que quand tu donnes pour l'enveloppe de la famille, tu dois donner l'enveloppe des jeunes filles, tu dois donner l'enveloppe des mamans. C'était tellement élevé, donc on devait se retrouver au total au moins à 9 millions de francs CFA. Au finish, le fiancé va débourser environ 5 millions de francs CFA avec en prime des coups de gueule. Puis la famille du monsieur s'est fâchée, ils disent que non, ils ne peuvent pas, ce n'est pas un porc qu'on va acheter, c'est une... Quand vient demander votre fille, vous ne devez pas profiter de l'occasion pour vous enrichir. Ça a créé un grand trouble au point où la famille du gars est partie, son mari sont partis. C'est le gars qui suppliait, non, pardon, essayez, c'est là qui... Donc pour arranger, quand ils m'ont vu que je pleurais déjà, ils ont dit ok, arrêtons donc la séance, les deux familles pas posées d'ailleurs, ils ont essayé de discuter encore le prix, comme si on discutait le prix d'une marchandise.
Le ménage de Mimi n'a pas été un long fleuve tranquille. Sa belle-mère... La famille du monsieur s'est fâchée. Ils disent que non, ils ne peuvent pas. Ce n'est pas un porc qu'on va acheter, c'est une... Quand vient demander votre fille, vous ne devez pas profiter de l'occasion pour vous enrichir. Ça a créé un grand trouble. Au point où la famille du gars est partie, ils sont partis. C'est le gars qui suppliait, non, pardon, essayez. C'est là donc pour arranger, quand ils m'ont vu que je pleurais déjà, ils ont dit ok, arrêtons donc la séance. Les deux familles passent causer dehors, ils ont essayé de discuter encore le prix, comme si on discutait le prix d'une marchandise. Le ménage de Mimi n'a pas été un long fleuve tranquille. Sa belle-mère profitait de toutes les circonstances pour lui rappeler la chosification et la marchandisation dont elle a été l'objet. Au bout de 3 ans, elle ne supportait plus les insultes et menaces de sa belle-mère. Son mari la considérait alors comme son patrimoine personnel. Aujourd'hui, Mimi a demandé le divorce. Une autre histoire qui pourrait interpeller, c'est celle de cet homme. Il a versé la dot à plusieurs reprises. À chaque fois, on lui indiquait le mauvais interlocuteur. Pour la dot, on s'est assis ici à Douala chez son beau, chez la petite sœur de sa mère. Dès qu'on a tout arrangé, jusqu'à ce que j'ai pris, la fille est venue, on est resté, elle n'arrivait pas à coucher. On va aux traditions, on dit que non, on ne l'a pas doté au bon endroit. Il faut aller du côté de sa mère, son père n'a pas doté sa mère, il fallait aller la doter chez sa mère. Or, le code pénal condamne la dot excessive, même si tout est encore flou sur l'excessivité. J'aimerais qu'on me dise qu'une dot de 1 million, une dot de 2 millions, une dot de 25 millions, une dot de 50 millions. Et c'est relatif. Mais ce que l'on peut retenir de l'article 357 du code pénal, c'est... C'est fiançailles qu'on verse la dot. Et lorsqu'on verse la dot, on sous-entend que tu es déjà en quelque sorte pris quelque part. Et que si, pendant ces fiançailles-là, tu prends une première dot quelque part, et tu vas encore prendre une deuxième dot quelque part sans avoir rompu ces fiançailles, tu rentres dans le cours de l'article 257, alinéa 1. A préciser que cette loi sur la dot excessive existait déjà dans le code pénal camerounais. Ainsi, est puni d'un emprisonnement de 3 mois à 5 ans et d'une amende de 5 000 à 500 000 francs CFA, celui qui exige de façon abusive le versement de la dot. Est-ce qu'ils sont donc au courant, je veux dire, ceux qui exigent cette dot excessive? C'est la question encore que Dr Hogan nous posait en off. Je sais pas, Marc Ngako, vous avez eu de la chance, on va le dire comme ça, de tomber sur une famille plutôt compréhensive. Mais maintenant, vous êtes également parents et vous nous avez parlé de vos fils et vous avez eu des problèmes avec. Oui, j'irais même un peu plus loin en disant que avant même la dot, il y a cette cérémonie qu'on appelle généralement le toquer la porte. Oui. Et il y a des familles qui, lors du toquer la porte, ils exigent certaines choses. Alors qu'en principe, le toquer la porte, c'est une cérémonie de prise de contact. Oui. C'est un peu comme si vous venez demander, déposer une demande d'emploi et vous partez attendre. On étudie la demande. Oui, c'est un peu ça. Et la dot même, je ne comprends pas pourquoi les familles devraient être, puisque lors de la cérémonie de toquer la porte, quand vous venez faire votre toquer la porte, à la fin, quand on a accepté, on vous appelle, on vous présente la liste. C'est ça qui signifie généralement qu'on vous a accepté. Donc, c'est à base de cette liste. Vous pouvez continuer, vous pouvez décider de continuer ou arrêter. Si tout se passait normalement comme ça, je ne pense pas que les gens devraient être surpris. Alors, vous dites qu'il y a un problème déjà au niveau du toquer la porte. C'est quoi le problème? Oui. J'ai assisté à une cérémonie de toquer la porte et j'étais surpris que la belle famille, en fait la famille de la fille, exige 5 casiers de bière et 50 000 déjà. Rien qu'au toquer la porte. Je précise bien que c'est une cérémonie de prise de contact, de présentation. Mais les gens ont exigé 5 casiers et 50 000.
Et on leur a donné. Bon, maintenant, ça m'a tellement fâché qu'à la cérémonie même de la dot, vous n'étiez plus. Non, j'ai refusé. Parce que là, je devais dégamer. Encore que j'étais de la famille de la fille. Ah, de la fille en plus qui demandait. Oui. Ça se comprend, docteur Aubin? Non, ça ne se comprend pas, mais ce sont les faits de nos sociétés. On devrait déjà... Enfin, moi, je suis avertie par rapport à cela. Il y a tellement de dérives. Parce que, comme il l'a dit, toquer à la porte, c'est la cérémonie de présentation des deux familles, où on sait qui accompagne. Ça peut être les parents de la fille, les parents du garçon qui vont... Quand on dit, c'est même plutôt la famille du garçon, parce que quand on dit parents, c'est père et mère, mais ici c'est la famille du garçon qui va rendre visite, une visite de courtoisie, où on va dire, ah, en passant par ici, j'ai vu une poule, et parmi vos poules, j'ai vu une qui m'intéresse, et on va commencer dans les jeux là, à vous dire si c'est telle poule ou pas, comment vous avez fait pour rencontrer la poule, jusqu'à ce que on tombe d'accord sur la poule. Et ce n'est pas le garçon qui prend la parole, il y a toujours un de ses parents qui va prendre la parole. Et de l'autre côté, tout à l'heure on parlait de bananier. Oui, parfois, quand vous voyez dans nos villages, je reste un peu à l'ouest, si vous voyez, s'il y a un bananier et le père et un monsieur en passant vient enlever les feuilles mortes, il est en train de vous dire qu'il y a une de vos filles qui l'intéresse. Ah oui? Ah oui, mais on a tellement perdu ces éléments que vivant en ville, on croit qu'il suffit de rencontrer une fille en route et on devrait aller à la mairie. Non, il faut toujours aller voir la famille. Mais maintenant, dans les présentations, la famille de la fille fait à manger. Parce qu'on suppose qu'on a parcouru une petite distance où on a faim, où on a soif, et on va partager ce repas. Et ce n'est qu'à la fin qu'on va donc dire... ok, comme vous êtes venu, qu'est-ce que vous comptez faire? Est-ce que vous êtes prêts? Vous pensez que le mariage traditionnel peut avoir lieu quand? Et après le mariage civil, quand est-ce qu'il aura lieu? Et c'est là où, comme je le disais tantôt, on vous indique quelles sont les personnes que vous allez rencontrer et ce que vous pouvez donner à ces personnes-là. Donc c'est toujours une affaire de deux familles. Mais comme il l'a dit, il y a des familles qui pensent que leurs filles sont des marchandises parce qu'elle a la peau claire, il faut qu'on donne un peu plus d'argent, parce qu'elle a été à l'école, il faut qu'on donne un peu plus. Et c'est tout ce qui crée problème et entraîne, on va le dire tout à l'heure, le concubinage. Parce que les filles qui fuient souvent leurs parents pour aller vivre chez le garçon, elles sont déjà dans la précarité. Parce que le plus souvent, lorsqu'on essaye quand même de joindre les deux bouts par soi, on essaye d'être patiente. Mais lorsqu'on tire le diable par les cornes au quotidien, comme c'est la majorité, comme c'est le cas de plusieurs de nos sœurs et petites sœurs, c'est difficile de continuer de vivre dans la précarité alors qu'il y a à côté un garçon ou un monsieur qui ne demande qu'à nous loger, nous nourrir, nous soigner gratuitement. Et nous blanchir. Alors, dot excessive, on va dire un frein au mariage, Sylvie, et une ouverture vers ce qu'on appelle chez nous le viens reste. Oui, on l'a dit tout à l'heure. Le problème, c'est qu'en dehors même du concubinage qu'on a dit tout à l'heure, c'est que les femmes vivent, en fait, certaines qui ont été dotées de façon dont on a sollicité des dots excessives et abusives, elles vivent le plus souvent des calvaires au sein de leur foyer. Ce sont des femmes qui sont chosifiées, ce sont des femmes qui sont maltraitées, ce sont des femmes qui sont traitées au rabais en réalité, parce que le bon monsieur, l'époux ou bien la belle famille estime que leur fils a suffisamment dépensé et que en réalité on vous achète. Parce que la dot dans notre société devient quoi? Ça devient une opération achat-vente. Il y a des familles carrément qui se disent que parce qu'ils ont investi, parce qu'ils ont peut-être, leur fille a fait de grandes études, ils estiment qu'ils doivent récupérer, ils doivent se faire, il y a une forme de compensation en réalité. Ils demandent jusqu'aux les fournitures qu'ils ont eu à dépenser peut-être pour l'école primaire jusqu'à peut-être à l'université autre. Ils veulent absolument se faire payer tout ce qu'ils ont dépensé. Il y a certains, même on a vu dans d'autres tribus, qui sollicitent du beau-fils la construction d'une maison, ou bien peut-être tout un poulailler, ou bien toute une porcherie. Et justement, ce qui m'amène, Sylvie, sans vous couper à cette question, la réaction de Bakayan Lemancrio, qui dit comment savoir qu'une dot est excessive. Je pense que vous avez déjà répondu, mais certainement n'était pas à l'écoute. Comment savoir donc qu'elle est excessive ou non? Est-ce défini par le législateur? La dot devrait, à mon avis, être symbolique, comme on le dit. Souvent, la dot ne finit pas. Mais j'aimerais redire, pour ceux qui n'ont pas eu le temps d'écouter, qui n'étaient pas à l'antenne lorsque je le disais tout à l'heure, c'est que l'article 357
précise et en fait fait état de l'existence d'une dot abusive. Elle condamne d'un emprisonnement de 3 mois à 5 ans et d'une amende de 5 000 francs à 500 000 francs à toute personne qui demanderait une somme faramineuse en guise de dot, ou bien une personne qui ferait obstacle à la célébration du mariage parce que celui-là demande une somme faramineuse. Maintenant, le problème, c'est le bémol avec l'article 357, c'est qu'on n'a pas quantifié. Il y a un vide à ce niveau. Qu'est-ce qu'on entend? Quel est le quantum du montant lorsqu'on veut dire que la dot est excessive? On n'a pas plafonné en réalité, il n'y a pas un plafond qui a été arrêté, comme on l'a vu dans le cas du Gabon ou bien ailleurs, où on sait au moins qu'il s'agit peut-être de 50 000 ou de 200 000 francs. Ici au Cameroun, ce n'est pas le cas. L'article 357 énonce effectivement qu'il condamne l'abus en matière de dot, mais il y a un vide au niveau du quantum. Moi, ce qui est intéressant, ce que j'aimerais que les gens comprennent aujourd'hui, c'est que lorsque vous sollicitez d'une personne l'obtention d'une dot, vous êtes tombé sur ce coup si le fiancé, en fait, si la fiancée est encore liée par les liens du mariage. Si ce dernier n'a pas remboursé, parce que le problème aussi c'est au niveau du remboursement. Parce que ce qu'on oublie, c'est que lorsqu'on reçoit la dot, lorsque ses parents demandent peut-être les 3 millions, les 4 millions, les 5 millions, si la célébration, bien si le fiançailles ne se poursuit pas, celui qui a perçu les 3 millions, les 4 millions devra automatiquement, obligatoirement rembourser au fiancé celui qui a déboursé. Même lorsque vous êtes marié, et que vous venez devant le tribunal pour solliciter le divorce, le juge, lorsqu'il demande lorsqu'il ordonne votre divorce ou votre désunion, il peut condamner celui qui est fautif, surtout peut-être la femme, à restituer la dot que ses parents ont perçu, le montant que ses parents ont perçu en guise de dot. Il est important de dire que le tout, ce n'est pas de demander des sommes excessives, des sommes faramineuses, c'est qu'il faut comprendre que lorsqu'on le fait, on peut être appelé à restituer ce qu'on a perçu. Parce qu'on a l'impression que lorsqu'on prend l'argent, c'est tout, on peut construire les maisons, mais le bémol, c'est que il viendra un moment où vous serez appelé, lorsque le mariage ne se poursuit pas, ou bien lorsqu'il y a des difficultés, lorsque les couples arrivent à se séparer, vous serez appelés, vous les parents, à restituer les sommes que vous avez perçues en guise de dot. Moi, ce qui est important de faire comprendre aux parents aujourd'hui, les gens qui nous suivent, c'est que le fait qu'ils demandent des sommes faramineuses et exorbitantes en guise de dot, cela entraîne un frein pour l'union des jeunes qui se débrouillent, les jeunes qui peinent déjà à vie parce qu'on connaît ce que c'est que le travail au Cameroun. Ces jeunes-là n'arrivent même pas déjà à joindre les deux bouts pour eux-mêmes et ils doivent encore cotiser ou bien aller épargner des sommes faramineuses en guise de dot. Et pourtant que le contraire, les parents devraient plutôt chercher à encourager leurs enfants à s'unir, parce que lorsque un jeune comme peut-être celui-ci se présente avec sa famille devant la belle famille et tout, moi je trouve que c'est un geste encouragé, parce qu'il y a très peu qui le feront. Il y a des personnes qui viendront abuser de votre fille, feront des enfants avec elle sans jamais venir se présenter. Moi je pense que lorsque vous avez eu la chance qu'un jeune, il prend son courage à deux mains, il vient avec sa famille toquer la porte, moi je pense qu'on devrait plutôt apprécier et encourager ce type d'initiative en disant que bon, voilà un jeune qui est courageux. Le plus souvent, on a vu des familles même qui offrent des présents aux jeunes couples en disant que bon, allez-y et puis allez commencer à fonder votre famille. On a vu un exemple évident. C'est que les parents oublient, c'est que lorsque vous demandez les 5 millions, 10 millions à un jeune qui se débrouille, vous ne pensez pas à ce qui viendra après, parce que qu'est-ce que ces gens-là vont manger, en fait, comment est-ce qu'ils vont survenir, ils vont pas pouvoir joindre les deux, bon, voilà, l'éducation, les enfants, la scolarité et puis autres. Il y a d'ailleurs vers la dérive. Cette réaction, bonsoir dans le soirée, à vous écouter, se marier à une Camerounaise revient à faire un achat. Je me trompe. Bravo, journaliste, pour votre premier. Merci. On va y revenir certainement avec le docteur Aubin. Le temps pour nous d'aller faire un tour du côté de Banganté. Comment se passe la dot de ce côté-là? On regarde. C'est une belle journée à Hope Station, un quartier situé dans le département de la Mézam, dans le nord-ouest du Cameroun. Ce moment de convivialité donne lieu aux apprêts. Poissons, viande et légumes laissent entrevoir un événement heureux. Il s'agit de la cérémonie de dot d'une fille et d'un fils d'une dé. Toute la journée, on nettoie, on arrange, on assaisonne. Une fois la nuit tombée, le fumet se répand, couscous et ndolé mijotent calmement sur le feu de bois. La cérémonie traditionnelle de l'union de Nadine et Paul s'annonce agitée.
Avant le moment M, la famille de Paul vérifie que les provisions contenues dans la liste donnée par celle de Nadine sont complètes. En effet, quelque temps avant la dot, la famille de la fiancée fait un inventaire de ses besoins et les notifie. Ici, on a des chèvres, des régimes de plantain, de la cola, du sel, des bidons d'huile et de vin de palme, de la boisson, mais surtout des enveloppes. Celles-ci sont destinées à transférer de l'argent aux parents de Nadine pendant le déroulement de la dot. Dans la grande salle, le buffet prend place de façon progressive. Lorsque tout est fin prêt, le chef de famille de la fiancée prononce le propos introductif. Mes mamans, mes papas, soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Les circonstances ont voulu qu'on se réunisse. C'est une bonne journée. Soyez les bienvenus. Restons en paix. Après concertation des sages, réponse du berger à la bergère. Je suis venue parce que j'ai vu quelque chose qui m'a plu ici et je voudrais que nous en parlions. J'ai vu un bon régime de plantain chez vous qui m'a intéressé. La solution à cette préoccupation d'apparence banale ne l'est pas en réalité sur le plan traditionnel. La preuve avec ce rejeton de bananier. Vous avez parlé de plantain. Est-ce qu'il s'agit de ce type-ci? Il faut que tu regardes pour savoir si c'est vraiment ce que tu veux. Non, non, c'est pas le genre là. Regarde bien. Est-ce que c'est... Regarde bien. Est-ce que ce n'est pas ça? On va alors faire comment? Regarde comment je suis vieille. Je cherche une personne qui va chauffer de l'eau pour que je me lave ou préparer mon couscous quand je suis malade. Il fallait me dire ça depuis. Le ballet se poursuivra avec des personnes dissimulées sous des pagnes afin d'éprouver la famille demandeuse. Le jeu s'étend sur plusieurs stades. Les raisons de la rallonge de la soirée sont diverses et graduelles. Les hôtes ne manquent pas d'inspiration. La moto est arrivée. La nuit est en train de tomber. Est-ce qu'on va trouver un garagiste pour coller la roue de la moto? La personne qui est allée chercher le visa a abandonné. Si on ne se secoue pas ou on ne le supplie pas, personne ne va se bouger. Il faut que vous sachiez que le visa pour le Canada s'obtient à Yaoundé et non ici proche de nous. Pour traverser ces phases, la famille du fiancé délivre à chaque fois une enveloppe garnie de CFA. Finalement, la fiancée est découverte et toute la belle famille est dans l'euphorie. Ensuite, commence une étape dont la force du symbole est indéniable, le conseil d'un patriarche. Je n'ai jamais donné un enfant en mariage pour qu'il aille faire autre chose que ce que exige son mariage. Je voudrais que vous fondiez un foyer, comme je l'ai fait. Il faut faire beaucoup d'enfants parce que certains vont tomber malades, d'autres vont décéder. Mais je ne veux pas qu'on accouche et que les enfants meurent. Je ne veux pas que quelqu'un parte sans rien laisser. L'union est ensuite scellée par la cola. Chaque noix doit avoir 5 quartiers, dont 3 pour l'homme et 2 pour la femme. Cette partition évoque la soumission de Nadine et la domination de Paul. Les parents sont invités à partager avec le couple cola et vin de palme, non sans s'être rassurés de la conviction de leurs fils et filles vis-à-vis de leur choix. Un choix, rappellent les parents, pour la vie. L'union est ainsi consacrée. On peut passer aux réjouissances.
Et bien sûr, donc, une satisfaction mutuelle, hein, lorsque, au bout du compte, voilà, les tracasseries liées au mariage ont fini par tomber d'accord. Il y a des cris de joie, des youyou et tout ça. Est-ce que ça compense, Dr Hogan, toute cette peine qu'on a traversée? Lorsqu'en fin de compte, quand même, on voit des familles qui jubilent, des familles qui sont contentes de pouvoir unir leurs deux enfants. Et ça se comprend, on s'est dit, ben voilà, il fallait absolument passer par ça. Oui, quand toutes les étapes se déroulent bien, à la fin, les deux familles sont contentes parce que tous les parents sont en principe heureux de savoir que leur progéniture a atteint une certaine maturité. Ah, je finis par penser que je suis effrayante parce que le docteur ne me regarde jamais. Et que, non, du tout. Et que, n'est-ce pas, l'alliance est vraiment scellée. Et pour répondre à votre... celui qui était sur la page Facebook de l'émission, c'est pas que ce soit toutes les Camerounaises qui soient... Ah oui, je rappelle qu'il est comment, c'est où là, à Ottawa au Canada. C'est Jonathan qui nous dit, est-ce que cela épouser une Camerounaise revient à faire un achat? Non, non. Ce n'est pas le cas de toutes les Camerounaises. Il y a quelques familles où ça peut constituer un achat, mais sur le plan culturel, ce n'est pas ce qui est encouragé, parce que le mariage traditionnel, c'est le moment où les deux familles se rencontrent, font connaissance, parce que c'est une alliance. Les membres des deux familles deviennent des alliés dans le bonheur et dans le malheur. Donc on devrait rester dans le cadre symbolique de la chose et le respect mutuel des deux familles, et non plonger dans la précarité, la mesquinerie, comme ce qui se fait dans certaines familles, où si vous avez le malheur par exemple d'avoir fait un enfant avec la fille avant de vous marier, on demande aussi que vous achetez entre guillemets l'enfant qui est né de vous. Ça constitue à mon sens à encourager le concubinage, et puis les enfants qui n'arrivent pas à vivre entre deux parents parce que à la fin il arrive que les deux finissent par se séparer du fait du désaccord entre les deux familles. Il y a comme une sorte de malédiction même qui plane sur la tête de ces personnes qui s'engagent à aller vivre tout seuls. Donc il est important que les parents trouvent le juste milieu en pensant d'abord au bonheur de leurs enfants et non à leur propre bonheur à eux. Voilà, ça n'empêche pas leur bonheur. Et Elisabeth, avant justement la réaction d'Elisabeth, imaginez le bien que ferait tous ces vivres dans le foyer du jeune couple. Quel gâchis. C'est toujours Jonathan d'Ottawa qui nous dit que cette histoire de dot explique-t-elle la récurrence des violences faites aux femmes? En tout cas, mon futur beau-fils n'aura pas à subir toute cette mascarade. Oui, moi j'aimerais, peut-être je me dis qu'il y a lieu d'interroger la responsabilité de ces jeunes filles, de cette demoiselle. Quel est leur rôle dans cette transaction, dans ce dialogue, dans cette dot dite excessive? Généralement, on considère ces filles comme celles qui sont la courroie entre leur famille à elles et puis leur belle famille. Quelle peut être leur responsabilité? Est-ce que au niveau de la loi, par exemple, elles peuvent être considérées comme des complices? Non, la loi ne les considère pas comme des complices. Mais il faut dire que sur le plan social, on a vu des filles qui participent à leur propre dot, qui donnent de l'argent à leurs fiancés pour aller voir leurs parents. Mais le problème maintenant, c'est que, comme l'anthropologue l'a dit, c'est que au niveau des familles, il y a des familles qui sont assez réticentes, des familles qui veulent surenchérir, en fait, qui veulent prendre leurs filles comme des marchandises, et puis bien même que cette dernière viendra de temps en temps pour vouloir plaider pour la cause de son fiancé, il y a des familles qui n'entendent pas de cette oreille et qui veulent toujours, coûte que vaille, s'enrichir, qui veulent récupérer toutes les sommes qu'elles ont dépensées pour leur éducation, pour leur instruction. Donc le problème, c'est que c'est pas au niveau des filles en réalité qui a un problème, c'est que ces dernières, parce qu'elles veulent généralement se marier, parce qu'elles aiment leur fiancé, mais c'est qu'elles n'ont pas assez assez de poids, elles n'ont pas assez de, leurs paroles ne pèsent pas suffisamment au niveau de leur famille. Oui, parce qu'on se rend compte que dans les cérémonies de dot, la famille même, je veux dire les parents directs même de la jeune femme n'ont pas droit à la parole. Oui, les parents directs même de la jeune femme n'ont pas droit à la parole, et si vous constatez bien, vous allez voir que les femmes en réalité n'ont pas droit à la parole. La dot généralement se passe avec les hommes, les oncles et les cousins. Ces derniers même généralement que si on leur présente la fille en question, ils auront du mal à identifier
restituer parce qu'ils n'ont pas participé, ils ne connaissent même pas la fille en question. C'est toujours là le problème en réalité du rôle de la femme au Cameroun que j'ai toujours eu à décrier, parce que lorsque la femme qui est la mère, celle qui porte la vie, celle qui donne la vie, n'a pas le droit de parole pour pouvoir peut-être intervenir dans une cérémonie aussi importante pour l'enfant qu'elle a porté durant 9 mois, je pense qu'il y a un souci. Parce que je pense qu'une maman qui est prête, en fait, qui est plus proche de sa fille et qui connaît les peines, qui connaît peut-être les difficultés que celle-là rencontre avec son fiancé, je pense qu'elle est la mieux placée pour pouvoir apporter des doléances de sa fille vis-à-vis peut-être de la gente masculine, de ses oncles, de son mari ou autre. Moi, je pense que c'est ça. Et quel conseil, en fin de compte, Marc Ndako, vous donneriez aux autres parents, parce que vous êtes parents, vous ne supportez pas déjà cet état de choses, la dot excessive, alors vous leur diriez quoi? Moi je demanderais toujours déjà de passer par la première cérémonie, qui est la cérémonie de toquer la porte, et de s'en tenir à la liste qu'on va leur proposer. D'accord. Parce que les gens ignorent ce passage-là, et c'est, pour vous dire vrai, c'est le passage le plus important. C'est vraiment le plus important. Si les gens respectaient ce passage, il n'y aurait pas de plainte. Parce que à la fin, vous savez immédiatement quand vous prenez votre liste, à regarder, vous êtes fixé. Ou vous arrêtez, ou vous continuez. Je ne comprends pas pourquoi des choses arrivent jusqu'au niveau où on demande 5 millions et subitement, non. Ok, on va pas brûler les étapes. Alors, Dr Ogang, en fin de compte, la dot, oui, mais pas d'exagération. Oui, c'est important parce que c'est un fait intégrateur de la femme d'abord dans sa famille et aussi dans la famille de son mari. Il faut juste, en mon sens, qu'on trouve le juste milieu, garder l'aspect symbolique de la chose où on garde en esprit que ce sont deux familles qui se mettent ensemble et pour construire et non pour se créer des problèmes, et que les parents doivent penser au bonheur de leur enfant et non à l'instant présent où ils reçoivent des sommes faramineuses qui ne vont pas participer au développement du couple. Et surtout, un dernier conseil peut-être. Oui, un dernier conseil que je vais surtout leur rappeler l'article. Premièrement, c'est que les femmes ne sont pas des marchandises et puis ne sont pas à vendre. Oui. Deuxièmement, c'est que si les parents perçoivent des sommes faramineuses en guise de dot, il y a l'article 357 qui les attend. Deuxièmement, c'est que toute dot qui a été perçue doit être restituée lorsque le mariage ne se poursuit pas. Il est très important de faire ça. Et voilà, Elisabeth. Oui, Jeanne-Alice. Ça a été un plaisir. C'était véritablement un plaisir, un moment d'apprentissage également, donc émission pédagogique. On va tout simplement rappeler que voilà, la dot, c'est ce moment de négociation. Oui. Donc pour les jeunes filles, c'est très important qu'elles aient la bénédiction de la famille. Oui, bénédiction de la famille, il ne faut simplement pas que la famille qu'on s'embourbe parce que